là, on va voir qu'on est tous différents et qu'on a tous une façon différente d'appréhender le paysage. Donc, on va vers ce qui nous marque en premier. Donc, qu'est-ce qui va composer notre paysage? Parce qu'on a beaucoup parlé du sol, du sous-sol, de l'influence que ça pouvait avoir par rapport aux activités humaines. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on va trouver en Brenne quand on se promène la plupart du temps? Ici, par ici, qu'est-ce qu'on va trouver? Je vous écoute. Alors, est-ce qu'on peut donner des noms? Donc, des prairies, des landes aussi, les étangs, des forêts, des bois, plutôt bois que forêt. Ouais. Il se rappelle aussi qu'on est toujours sur un chemin. Et il y a le chemin, exactement, qui fait partie du paysage. On va voir les haies qui vont être soit autour des parcelles, soit le long du chemin, enfin du coup aussi autour des parcelles. Après, la Brenne, c'est bien plus complexe que ça, et heureusement. Mais voilà, classique, on va voir l'alternance prairie, étang, les deux, on ne sait pas trop où s'arrête là, où commence l'autre. Les haies qui vont être plus ou moins présentes autour des prairies plus ou moins grandes, ça on va en parler. Nos petites collines qui sont, là on est dessus, hein, c'est sûr, nos butons, plus ou moins végétalisés, plus ou moins apparents, ça dépend. Et puis l'arbre qui est soit en haie, soit tout seul, soit en petit bosquet, soit en bois un petit peu plus important. Et tu parlais de landes, on peut parler aussi de brandes ou de friches, on va avoir un peu ça. C'est moins flagrant là, il y a des endroits où la friche ou la brande est beaucoup plus présente, quoi. Donc voilà un peu pour ce qu'on trouve en Brenne. Et donc là, on a notamment, sur l'étang, on y reviendra au retour. Donc on ne va pas parler de l'étang là. La prairie, on va l'aborder à un autre endroit. Et par contre, ce que Joël avait remarqué la semaine dernière quand on a repéré, c'est qu'entre ce paysage-là et celui juste là, qui pourtant est composé des mêmes éléments, on est à peu près sur le même sol, on va aller regarder, on va voir un peu les différences qu'il y a. Ici, on est sur quelque chose de très, très rectiligne. Et ça, on le verra peut-être sur les photos aériennes. Et ça, c'est vraisemblablement lié à l'habitat, à la ferme, à l'usage. On a besoin de cloisonner un peu plus. Je vous ai dit tout à l'heure, on a du cloisonnement autour des villages, des petits hameaux, on a du vivrier, de la vigne, etc. Sur des fermes, la ferme, c'est un usage dans lequel on va retrouver à proximité. Alors en Brenne, la vigne peut-être pas trop, mais on va retrouver du petit parcellaire, du verger, etc. Donc on vous propose d'avancer maintenant. Donc là, on a une vue d'ensemble de la Brenne et on va faire des petits points d'arrêt sur différents éléments. Là, je vous fais juste une petite halte pour parler des haies et des arbres en Brenne. Donc là, on a une très belle allée entourée de haies avec des grands arbres. Et pendant longtemps, je parlais de la diversité des arbres en Brenne en montrant cet arbre mort mais vivant, plein de vie. Et là, on avait un magnifique arbre avec un feuillage de dingue, etc. Donc là, on voit il est toujours aussi magnifique, mais le feuillage n'est plus tout à fait pareil. Donc en fait, on a pas mal de haies, comme on disait tout à l'heure, elles vont être aussi le long des chemins. Et tout à l'heure, je vous montrerai des photos anciennes du territoire de ce site-là. Et les vieux arbres sont souvent soit le long des chemins, soit le long des étangs. Ce qui me marque moi aussi, c'est que c'est Charles qui a dit en arrivant ici, arbre mort. Et là, ce qu'on vient de passer, celui-là, on a vraiment les impacts du changement climatique. Alors, peut-être pas encore celui-là, parce que ça fait très longtemps que je le vois comme ça. Il évolue avec le temps. Ce que j'aime aussi, c'est montrer que derrière, il est plein de vie. Avec les plus jeunes, on cherche les indices justement de vie animale dedans. On a les trous de pique, on a les scolites qui le mangent de l'intérieur, etc. Tant qu'il est debout, il est plein de vie. Même quand il sera couché, il sera plein de vie. Et quand on sera sur le buton, on regardera, parce qu'il y a aussi des arbres sur le buton. Il y a des arbres là, ici on est plutôt en contrebas, on voit que c'est un peu plus humide au pied des fossés. Et on pourra un peu discuter, échanger entre ceux qui souffrent le plus, entre ceux qui sont sur le buton ou ceux qui sont plutôt en contrebas. Et ça, mine de rien, dans le paysage, on voit des évolutions. Tout à l'heure, on parlait de différentes nuances de vert. Là, on a un peu du gris qui ressort avec ces arbres morts. Et il faut se dire que ce paysage, il va continuer d'évoluer. Aujourd'hui, il est comme ça. Dans 50 ans, il sera encore différent, quoi. Parce que ces arbres morts seront certainement tombés, qu'on espère qu'il y a d'autres choses qui vont pousser à la place, etc. On va grimper dans le cœur d'un buton. Ah, ces images-là qui font presque penser à la Camargue. On est sur du poney Connemara. Alors, il n'y a pas que, hein, mais donc, avec les garde-bœufs, en fait, ça c'est assez récent. Hein, il y a 20-25 ans, les garde-bœufs, il n'y en avait quasiment pas en Brenne. C'était l'exception, on était tout fous, les aigrettes, etc.
Les Et églanthes, là, oui. là, en fait, on voit Il y que avait ça un petit peu de évolue. garzette, la grande, elle n'était pas très présente. La grande plutôt l'hiver et les autres l'été. Les communautés ornithos ont sérieusement bougé en Ouais, l'espace ouais. d'une quarantaine d'années. Hein. Mais voilà, ce paysage-là, il y a 30 ans, on l'aurait pas forcément dessiné avec ces oiseaux, un peu ambiance Camargue, quoi. Alors, je sais pas, donc Il y avait l'idée un petit peu, quand on observe ça, c'est d'après vous, tout à l'heure on a eu un petit schéma qui présente la genèse des roches. Donc d'après vous, quelle est la genèse de cette roche-là? Ah ouais, c'est beau. Et avec la loupe, c'est bien. Rouge, Alors, rouge, du ouais. coup, on a des cailloux dans des cailloux. Ça vous fait penser à quoi, ça? Le béton. C'est quoi le béton? Un ciment avec des cailloux dedans. En gros, c'est un conglomérat, donc ça agglomère un certain nombre de choses. Voilà, c'est complètement ça. Et là, on a notre Ah ouais, on notre voit bien béton, béton naturel, en quelque sorte, hein, le grès. Donc ça s'appelle un grès. On va avoir des grains de taille différente, des gros. Et puis après, vous avez des grains plus fins et vous avez un ciment à l'intérieur qui va consolider le tout, quoi. D'accord? Vous avez des petits cailloux dans votre main, d'accord? Vous fermez la main et tout le monde ferme la main. Et imaginez, pour ceux, vous avez le caillou, et vous fermez les yeux et vous allez écouter. Fermez, tout le monde, vous fermez les yeux. Et vous allez écouter le récit. Je vous ai dit tout à l'heure, ce galet, il est messager du temps. Moi, petit galet, je me suis formé, je suis né dans la soupe il y a 350 millions d'années. Je suis né dans le Massif central, aggloméré des petits grains de quartz, etc. Pression très importante, chaleur. Je nais là, je nais de ça. Et donc je suis dans les profondeurs de la Terre. Un jour, des millions d'années plus tard, j'arrive à la surface de la Terre. Je sens le soleil qui me réchauffe, l'altération, je renais de nouveau à la surface de la Terre. Et puis d'un seul coup, il pleut énormément, je suis transporté sur des kilomètres et des kilomètres. Mon transport fait que les angles deviennent arrondis, je suis transporté sur des distances très importantes. Et j'arrive ici dans un endroit qu'on va appeler la Brenne, donc je viens en Brenne. Et je vais me déposer à la faveur d'un cours d'eau parce qu'il n'y a plus de vitesse au cours d'eau et je me dépose. Voilà. Je me dépose et puis encore des années plus tard, je reste là tranquille et des années plus tard, après avoir connu cette chaleur, ce transport, etc., des années plus tard, alors là, j'ai froid. Les glaciers, la glaciation fait que dans cette région, eh bien, je vais ressortir, je suis à la surface du sol et là je suis bombardé, mais bombardé littéralement, bombardé par du sable qui est poussé par le vent, qui est transporté et qui me polissent et qui vont fabriquer ces petites facettes. Et je vais pivoter parce que quand il y a du sable, eh bien, ça creuse derrière avec le vent. Et donc, du coup, sans arrêt, je pivote, je bouge, etc. Donc, je deviens ce qu'on appelle un galet à facettes, ce que les scientifiques appellent les dry canteurs. Et c'est pour ça que ce petit galet, je le dis, messager du temps, cette histoire du petit galet roulé, c'est une façon de comprendre l'évolution du monde. Voilà. Et que rien n'est figé, tout se transforme sans arrêt. Voilà. Donc là, ce que j'aime bien moi sur ce paysage-là, c'est que c'est beau. Mais ça, c'est tellement subjectif. Il y en a qui pourraient être tellement choqués des antennes. Et on voit vraiment là au niveau de la végétation des touffes de jonc par-ci par-là. Donc ça veut dire que c'est un peu plus humide, hein, le jonc, il aime bien avoir les pieds dans l'eau. Et quand on va redescendre, on va vers l'étang. Tout à l'heure, on nous disait qu'on avait du mal à faire la différence entre où s'arrête l'étang et où commence la prairie. Donc on va vraiment avoir des variations d'humidité dans le sol qui vont évoluer en remontant vers le buton. Et ça, c'est vraiment typiquement ce que la tortue, elle aime, la cistude de Brenne. On parlait d'un peu des emblèmes de la Brenne. Donc elle va pouvoir vivre la plupart du temps dans l'étang. Et pour aller pondre, elle va rechercher des zones sèches puisqu'il ne faut pas que ses œufs soient en contact avec l'eau. Donc elle va trouver des zones sableuses à proximité. Alors je ne dis pas qu'elle va creuser sur le dessus du buton, mais plutôt sur les flancs du buton où la végétation va être plus vite sèche, donc va être moins dense.
et ça sera plus facile à creuser pour elle. C'est vraiment typiquement le type d'habitat dont elle a besoin. On ne va pas avoir de danger en plus là, il n'y a pas de route à traverser, il n'y a quasiment pas de broussailles à franchir, et elle va avoir une grande zone où elle va pouvoir choisir sa zone de ponte. Donc là, on est typiquement dans un lieu favorable pour la cistude, qui est un peu l'emblème de la Brenne. Et je vais arrêter là cette parenthèse. Ah, c'est quand même fabuleux l'image là. Là, J'avoue que... c'est joli. Assez Hein bucolique. Ah, là, bucolique, oui, bucolique, vraiment. C'est l'image que je Oh me la fais vache. de bucolique, effectivement. C'est voilà. Pourquoi est-ce qu'on a des prairies en Brenne? Je ne voulais pas expliquer tout ça. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de culture? À partir de l'époque gallo-romaine, l'homme s'installe un peu plus. Avec Renaud, vous avez certainement vu l'exploitation de la forêt, etc. Et petit à petit, on arrive sur un paysage plus ouvert. Et après, ce paysage ouvert, il va varier dans le temps en fonction des conditions. Plutôt, est-ce qu'il y a la guerre, est-ce qu'il y a la famine ou quoi que ce soit, les pestes et autres. La population augmente, on défriche, on ouvre. La population réduit, on laisse repousser. Le bâti ici, alors ici c'est quoi ça Oh là là, comme matériau? calcaire. Du tuffeau. Du calcaire. C'est du calcaire, ouais, c'est le calcaire du Val de Creuse. On va retrouver ça dans le bâti entre guillemets riche d'intérêt. Dans la petite masure de celui qui faisait le manœuvrier, etc., il n'avait pas les sous pour faire ça, quoi. Donc ça aussi c'est important, et souvent on a ça aussi dans les bâtis qui ont été réaménagés au 19e, là, ces grandes fermes, etc. Voilà. Alors le grès après, ben là on a des exemples de grès voilà. Regardez, on parlait tout à l'heure du ciment avec les petits grains de quartz, regardez les petits grains de quartz, voilà, tac, on les a dedans. Je peux ressortir la loupe si vous voulez. Regardez celui qu'on a, voilà, il est encore présent ici. Il y en a quelques-uns des plus gros, je ne sais plus où là. Tiens, voilà, ici, là c'est plus grossier. Voilà. Mais en règle générale, c'est plutôt ce genre-là, quoi. Hein, des grains assez calibrés. Et dans les couleurs, bah, on a le rouge qui domine, avec de temps en temps des choses plus claires. On en a ici, là. En voilà. Là, c'est bien un grès, c'est pas un calcaire. Vous regardez, vous avez des petits grains dedans. Des petits grains de quartz ici. Là c'est la même chose. Mais des zones aussi fracturées parce que le matériau au départ, bah, il est hétérogène. Voilà, ici vous avez une zone un peu plus avec des grains de quartz, etc. Voilà. Donc ça c'est un bel... Moi, quand j'accompagne des groupes pour faire des randos, des choses comme ça, on regarde toujours, le rendez-vous est dans un hameau, dans un village, et on commence toujours par regarder le bâti. Avec quoi c'est fait, le bâti traditionnel? En fait, là, il faut imaginer que là, maintenant, on fait la maison de Brenne avec les joints, la pierre apparente, mais ce n'est pas une pierre qui était adaptée pour être... Enfin, elle s'érode, hein, on voit que ça s'effrite. Si la richesse en fer du grès ici, elle est très faible. On voit bien. Il y a des zones très colorées, d'autres pas du tout. Endroit, ouais. Et c'est pas un rouge vif. Le grès de Chaillac, c'est un rouge lit de vin. Il est vif. C'est pas du tout la même richesse en fer.